Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un véritable monument de la culture populaire, une série qui a osé imaginer un futur bien plus optimiste à une époque pourtant assez troublée. On va donc plonger ensemble dans l'histoire de la série qui a tout commencé, l'Odyssée originale de Star Trek. Allez, c'est parti, on embarque pour un petit voyage dans les archives de Starfleet pour comprendre comment tout ça a pris forme et pourquoi encore aujourd'hui ça nous parle autant. Ah, cette phrase, franchement, c'est bien plus qu'une simple introduction, c'est toute une déclaration de principe, non? Chaque mot est super important. Frontière de l'infini, ça fait un peu penser à la conquête de l'Ouest, mais à l'envers. Ici, le but, ce n'est pas de conquérir, c'est d'explorer. Découvrir de nouvelles vies, c'est une mission scientifique, diplomatique, pas du tout militaire. C'est un message profondément humaniste, surtout quand on pense qu'on est en pleine guerre froide à l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant, il existe une autre version du doublage français qui se termine par reculer l'impossible. J'aime beaucoup aussi, ça montre bien l'ambition du projet. Quelle que soit la version, le cap est clair, la connaissance avant tout. Bon, pour être bien clair, de quoi parle-t-on exactement? On parle de la toute première série, celle diffusée de 1966 à 1969, celle qu'on appelle aujourd'hui The Original Series ou TOS pour faire court, pour la différencier de tout l'univers qui a suivi. Son créateur, Gene Roddenberry, était un ancien pilote de l'armée et policier à Los Angeles, et on sent que cette expérience du terrain a beaucoup nourri sa vision. 79 épisodes, ce n'est pas rien, et c'est d'une richesse incroyable pour l'époque. Et petite anecdote, au Québec, elle était connue sous le nom de Patrouille du Cosmos. Ça sonne un peu plus aventure, alors que la série, on va le voir, allait bien plus loin que ça. Alors la question c'est, comment une idée pareille, à la fois si optimiste et si complexe, a-t-elle bien pu voir le jour à la télévision dans les années 60, une époque dominée par des séries bien plus simples? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et accrochez-vous, parce que la naissance de ce projet, ça a été un vrai combat. Ce qui est génial avec Star Trek, c'est que c'est un vrai mélange de genres. Roddenberry a pioché un peu partout. D'abord, dans les romans de C.S. Forester, il prend le personnage d'Horatio Hornblower. Imaginez, un capitaine seul face à l'immensité de l'océan ou de l'espace, qui doit prendre des décisions hyper lourdes, loin de ses supérieurs. Ça, c'est Kirk, tout craché. Ensuite, il y a le western, oui, le western, et surtout la série Wagon Train. L'idée, c'est un convoi qui avance vers l'inconnu, et à chaque étape, une nouvelle histoire. Il a même vendu son projet au studio avec le slogan Wagon Train to the Stars. Côté science-fiction, l'influence du film Planète Interdite est évidente. Et enfin, pour l'idée d'un vaisseau qui rencontre plein de formes de vie radicalement différentes, ça vient des nouvelles D.A. Van Vogt. Mais attention, l'idée n'a pas du tout plu à tout le monde au début. Le chemin jusqu'à l'écran, ça a été un vrai parcours du combattant. En 1964, la chaîne CBS dit non merci, il préfère un projet plus familial, perdu dans l'espace. Du coup, Roddenberry va voir Desilu Productions, le studio de la grande star de la comédie Lucille Ball. Et c'est elle qui a du flair. Contre l'avis de tout son entourage, elle mise sur ce projet étrange et le défend auprès de NBC. La chaîne est intriguée et commande un premier épisode pilote intitulé The Cage. Sauf que le résultat les laisse complètement perplexes. Leur verdict? Trop cérébral. En clair, ça parle trop haut, c'est trop intello, il n'y a pas assez d'action. Le projet semblait mort et enterré. Et là, il se passe quelque chose de quasi miraculeux dans l'histoire de la télé. Au lieu de tout jeter à la poubelle, les dirigeants de NBC sont quand même assez impressionnés par le potentiel de l'idée pour commander un deuxième pilote. Une seconde chance, c'est rarissime. Pour ce nouvel essai, où l'homme dépasse l'homme, Roddenberry revoit complètement sa copie. Fini le capitaine Christopher Pike, un personnage introspectif et un peu torturé, place au charismatique et proactif James T. Kirk. L'intrigue est plus directe, plus physique. Et de tout l'équipage original, un seul personnage est conservé, l'officier scientifique vulcain Spock. Son étrangeté et sa logique avaient manifestement marqué les esprits. Ce second pilote, plus dynamique, a finalement convaincu NBC de donner son feu vert. Le concept est donc validé. Maintenant, il faut peupler le pont de l'Enterprise. Et ce n'est pas juste une simple distribution, c'est une véritable alchimie de personnages qui va être créée et qui va devenir le cœur battant de la série. Voici donc le noyau dur de l'Enterprise. William Shatner qui apporte son style théâtral et son énergie au Capitaine Kirk, Leonard Nimoy qui a énormément contribué à définir la culture vulcaine, reprend le rôle de Spock, DeForest Kelley, qui jouait souvent les méchants, devient l'humaniste et bougon Dr. McCoy. Mais la véritable DAS, elle est dans les rôles secondaires. En pleine lutte pour les droits civiques aux États-Unis, la série place sur son pont de commandement une femme afro-américaine, Uhura, jouée par Nichelle Nichols, et un acteur d'origine japonaise, George Takei, dans le rôle de Sulu. Avec l'ingénieur écossais Scotty, campé par James Doohan, l'équipage présente une vision d'un futur où la diversité est la norme et non l'exception. La véritable ingéniosité de la série repose sur la dynamique de ce trio. On peut presque l'analyser comme une allégorie de la psyché humaine. Spock, c'est la raison pure, la logique froide. McCoy, c'est l'émotion brute, l'instinct, le cœur. Et au centre, Kirk, c'est l'arbitre qui doit synthétiser ces deux pôles opposés pour prendre une décision.
Chaque dilemme moral de la série est donc externalisé à travers leurs débats. L'équipage n'est pas seulement face à un problème extérieur, il est aussi le théâtre d'un conflit philosophique intérieur, ce qui donne à la série une profondeur psychologique remarquable. Cette importance du texte et des personnages a été parfaitement résumée par le réalisateur Nicolas Meyer. Pour lui, la série fonctionnait avant tout comme une pièce de théâtre, une dramatique radio. Il a même fait le test de diffuser un épisode à ses étudiants en n'utilisant que la bande-son. Ils ont pu suivre toute l'intrigue. Ça démontre une chose essentielle. La force de Star Trek, ce n'était pas ses effets spéciaux, qui étaient limités par le budget, mais bien la qualité de son écriture, la force de ses concepts et la richesse des dialogues. C'est ce qui explique pourquoi ces histoires restent si pertinentes, même des décennies plus tard. Alors, si les idées étaient le moteur, il fallait un habillage visuel crédible et novateur pour que tout ça prenne vie. On va donc faire un petit tour dans les ateliers pour rencontrer les artisans qui ont donné à ce futur sa forme et sa texture si particulières. Le monde de Star Trek repose sur le talent de plusieurs visionnaires. Le premier, c'est Matt Jeffries, le directeur artistique. Il a conçu l'USS Enterprise avec une logique fonctionnelle, la soucoupe pour l'équipage, le cylindre pour la propulsion. Une silhouette devenue une icône. L'hommage ultime, c'est que les coursives techniques du vaisseau portent son nom, les tubes Jeffries. Ensuite, il y a William Ware de Tis, le costumier, qui a eu cette idée géniale de coder les divisions par couleur. Or pour le commandement, bleu pour les sciences et le médical, rouge pour les opérations et la sécurité. Et enfin, Wat Chang, un artiste aux multiples talents qui a donné vie aux accessoires. Il a sculpté le communicateur, le tricorder et le phaser, en leur donnant une ergonomie et une apparence qui les rendaient crédibles. On lui doit aussi le design de créatures mémorables, comme le Gorn. Cette question est devenue un cas d'école. La ressemblance entre le communicateur à clapet de la série et les premiers téléphones portables comme le Motorola StarTAC est vraiment frappante. Et ce n'est pas une simple coïncidence. Martin Cooper, l'ingénieur considéré comme l'inventeur du premier téléphone mobile, a lui-même reconnu publiquement avoir été inspiré par l'appareil du capitaine Kirk. Cela illustre parfaitement comment la science-fiction ne se contente pas de prédire le futur, mais peut activement participer à sa conception en stimulant l'imagination des ingénieurs et des inventeurs. Avec une vision aussi forte, un casting charismatique et un design révolutionnaire, on pourrait penser que le succès fut immédiat. Pourtant, l'histoire de la réception de Star Trek est le plus grand paradoxe de la série. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, comment une série confidentielle est devenue un phénomène mondial. Ce graphique illustre une vérité difficile à croire aujourd'hui. Star Trek n'a jamais été un succès d'audience lors de sa diffusion originale. Au sommet de sa popularité, la série se classait à une modeste 52e place. Les raisons sont multiples. Une case horaire souvent défavorable, une concurrence féroce et surtout des thèmes jugés trop intellectuels ou trop progressistes pour une partie du public des années 60. La série était constamment sur le fil du rasoir, menacée d'annulation à la fin de chaque saison. À la fin de la 12e saison en 1968, la décision de NBC est prise. La série sera annulée. C'est alors qu'un mouvement totalement inédit à l'époque se met en place. Mené par des fans comme Biogé et John Trimble, les téléspectateurs organisent une campagne d'écriture massive. Des centaines de milliers de lettres affluent dans les bureaux de NBC, une mobilisation qui prend la chaîne par surprise. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision qu'un public démontre une telle puissance. Face à cette pression, NBC revient sur sa décision et accorde une 3e saison. Même si celle-ci sera produite avec un budget réduit, cette victoire a prouvé l'existence d'un public passionné et engagé. En Europe francophone, la découverte fut encore plus tardive. Le Québec, plus proche du marché américain, la diffuse dès 1969. Mais en France, il faut attendre 1982 pour que TF1, assez frileusement, ne diffuse que 13 épisodes dans un certain désordre. Le vrai rendez-vous avec le public français aura lieu en 1986 sur la nouvelle chaîne, la 5, qui diffuse enfin l'intégralité de la série, près de 20 ans après sa création. Ce long décalage explique pourquoi la perception de la série en France a longtemps été différente. C'est paradoxalement après son annulation que Star Trek a connu son véritable essor. C'est le pouvoir de la syndication. Les rediffusions quotidiennes sur les chaînes locales américaines ont permis à une nouvelle génération de découvrir la série et de se l'approprier. Cet engouement a donné naissance au fandom moderne. Les Trekkies, ou Trekkers, ont créé leur propre magazine, les fanzines, et ont organisé les premières conventions, des rassemblements qui attiraient des milliers de personnes. C'est cette communauté fervente et organisée qui a maintenu la flamme vivante pendant toutes les années 70, faisant pression sur les studios pour que l'aventure continue, ce qui a finalement mené au retour de Star Trek au cinéma en 1979. En guise de conclusion, revenons à cette question fondamentale. Comment une série si peu populaire à ses débuts a-t-elle pu engendrer un phénomène culturel mondial? La réponse tient en plusieurs points. D'abord, la qualité intrinsèque de l'écriture et la force de la dynamique des personnages.
Ensuite, le fait que la série soit arrivée en syndication au bon moment pour être découverte par un public plus large. Mais la raison la plus profonde est sans doute son message. Dans une époque de division et de cynisme, Star Trek proposait une vision radicalement optimiste de l'humanité. Une humanité unie, capable de surmonter ses préjugés pour explorer l'univers, non par cupidité, mais par pure soif de connaissance. C'est peut-être cet espoir, cette vision d'un avenir meilleur, qui constitue son héritage le plus durable et explique pourquoi, plus d'un demi-siècle plus tard, on continue à vouloir embarquer à bord de l'Enterprise.